Bertrand Billard est un triathlète professionnel, champion du monde longue distance en 2013 et 2014. Évidemment passionné de triathlon, il est aujourd'hui en parallèle de sa carrière personnelle, également entraîneur de l'un des meilleurs paratriathlètes français, Thibaut Rigaudot. Dans cet épisode, Bertrand va nous partager son aventure et ses anecdotes, du Pôle France jusqu'à aujourd'hui. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, à ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir à nouveau un triathlète professionnel, champion du monde, sacré sur longue distance en 2013 et 2014 devant Cyril Viellot, que l'on salue chaleureusement au passage. Bertrand Billard, bonjour et bienvenue sur le podcast. Eh bien, bonjour, très heureux d'être avec vous et puis et d'échanger. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux amis et compagnons d'aventure, Thibaut et Mélène. Messieurs, bonjour. Salut, bonjour à tous. Bonjour Bertrand. Du coup, pour commencer, Bertrand, on a toujours au début du podcast une question assez traditionnelle. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Eh bien, je m'appelle Bertrand Billard, je suis triathlète professionnel depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, je suis papa d'un petit garçon de 5 ans et j'ai eu un parcours semé d'embûches, donc on va pouvoir en parler ensemble. Et puis sinon, à côté de ça, j'aime bien dire, je suis un homme qui apprend tous les jours. Voilà. Au contact des gens. Belle introduction. Tu as commencé le triathlon justement assez jeune a priori. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es venu à la pratique du tri ? Alors oui, j'ai commencé vers peut-être mon premier triathlon vers 12 ans. C'était une histoire familiale en fait. Mon père a découvert le triathlon dans les années 90. Donc moi j'avais 3 ans quand il a découvert le triathlon. Et ensuite j'ai vu mon frère qui a 8 ans plus que moi faire du triathlon à un petit niveau sympa. Il était rentré au Pôle Espoir à Nancy. Il courait en D1 à l'époque, donc dans les années vraiment 2000, j'avais 10-12 ans et finalement je me suis vachement il m'a vachement inspiré pour le triathlon et j'ai voulu suivre son parcours. Donc je me suis pris au jeu, il a commencé à m'entraîner alors que j'étais jeune et puis j'ai tout de suite eu envie de m'investir davantage, notamment en rentrant au Pôle Espoir à mon tour. Quand j'avais 16 ans. Donc, je suis rentré à Nancy en première. Et c'était facile à l'époque de trouver des clubs près de chez toi, parce que le triathlon se développe surtout depuis quelques années. Bon, c'est un sport qui existe depuis longtemps, mais c'était facile de trouver près de chez toi, dans un club pour les jeunes, etc. Ou t'as un petit peu galéré ? Et ben en fait, j'avais la chance d'avoir le club de Bar-le-Duc qui était à... Donc moi, je suis un villageois. J'habite dans un village de 300 habitants. Donc il n'y avait pas de club de triathlon dans mon village. Ça, c'est clair. Mais par contre, à Bar-le-Duc où je faisais mes études, donc mon collège et lycée, il y avait donc le BNTC et je suis rentré dans ce club. On était très peu, mais voilà, ça permettait en tout cas de s'amuser, de trouver quelques entraîneurs motivés et c'est comme ça que l'aventure a commencé, quoi. Et t'as toujours pratiqué du triathlon, quoi. T'as pas eu d'autres pratiques sportives quand tu étais jeune ? Et en fait, je faisais du ping-pong. À l'époque, donc j'ai fait pas mal de ping-pong de mes 7 ans à mes 12-13 ans et c'était un peu mon sport où je m'investissais. J'étais à fond. Fan de Jean-Philippe Gatien. Ouais, fan complètement. J'avais le poster dans la chambre et tout. Bien sûr. Et vers 13 ans,
En fait, dans la famille, on va dire il y avait pas mal d'esprit de performance et j'ai été assez vite orienté vers un sport où j'allais pouvoir performer davantage. Et en fait, j'avais le choix à l'époque, j'investissais 50-50. C'était d'un côté le triathlon, mais plus la natation, on va dire, et de l'autre côté le ping-pong. Et puis voilà, je sentais bien que j'avais plus la fibre pour le triathlon, le ping-pong. Il y avait un petit club, mais il y avait pas vraiment d'évolution possible. J'étais pas très bon. Et puis voilà, j'ai décidé comme ça, un petit peu parce que aussi j'avais fait une belle course sur un championnat de France en cadet. J'avais fait 3e. Alors je m'entraînais assez peu dans mon petit club. Et ouais, c'était une belle performance. Après, c'était cadet, mais c'était en 2000. Ça devait être en 2003 ou 2004. Donc le niveau était pas du tout celui-là d'aujourd'hui, quoi. En 15 ans, ça a complètement explosé. Quand on voit les cadets d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai choisi vers 13 ans de m'orienter vraiment vers le triathlon. Du coup, au final, ton choix, il a plus été drivé par le fait que tu puisses éventuellement gagner, le côté vraiment compétition que potentiellement passion, ou enfin, malgré tout, tu étais passionné des deux, mais ça s'est fait comment la bascule un petit peu? D'un côté, il y avait la compétition et l'esprit performance, l'envie de reconnaissance qui allait être plus forte sûrement dans le triathlon parce que j'avais a priori plus de qualité. Et ben en fait, quand on fait des bonnes perfs et qu'on éblouit un peu les gens, la famille, on se sent supporté parce que ça marche vraiment bien. Étant jeune, on n'est pas vraiment dans le ressenti tout de suite de ce qui plaît le plus. On a envie simplement de faire quelque chose qui va plaire. On a envie d'avoir un petit peu sur le devant de la scène, quoi. Donc quand j'ai vu que dans le triathlon, d'une part, j'allais pouvoir peut-être être sur le devant de la scène et en plus, il y avait un avenir pour être professionnel plus tard. J'ai fait mon choix comme ça, quoi. Et puis c'est le sport familial, donc c'est sûr que oui. Ouais, suivre la lignée. Ouais. C'est un peu la lignée, et puis le côté je partais en compétition avec tout le temps supporté par mon frère et mon père. C'est vrai que c'est énorme, c'est un partage quand même, hein. Super tu partage. étais bien entouré. Ouais, j'ai été bien entouré, après avec pas mal de passion et quelquefois des déboires, parce que quand il y avait ça se passait assez mal, c'était toute la famille qui était un petit peu attristée, mais non, c'est très sympa. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu intègres le Pôle France à 16 ans, tu as dit, c'est ça? Pôle Espoir, à 16 ans à Nancy. Pôle Espoir, pardon. Ouais. Et c'est ça qui te fait le tremplin vers le Pôle France à 18 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a eu 3 années de Pôle Espoir donc à Nancy. C'est là que j'ai rencontré Cyril. Donc on était, lui est arrivé, il passait le CAPEPS, lui, donc il était plus âgé. Mais on va dire qu'il y avait Vincent Luis aussi qui était dans ce Pôle Espoir. Il y avait quelques noms sympas, quoi, du triathlon avec des jeunes. Effectivement, oui. Des champions du monde. Ouais, des gars qui ont marché, quoi. Donc ouais, tout de suite c'est vrai qu'après, une fois qu'on est dans une structure comme ça, étant jeune, on est à 100%, quoi, parce que tout le monde pense que triathlon toute la journée quasiment. Et qu'est-ce que ça t'apporte justement ce cadre du Pôle Espoir ou Pôle France? C'est vraiment des entraîneurs qui sont dédiés, des installations qui sont vraiment prévues et à la performance, ou c'est même un petit peu plus que ça sur sur la scolarité qui est un petit peu adaptée en termes de volume horaire ou de moments dans la journée? Ouais, il y avait des adaptations pour pouvoir s'entraîner le temps de midi ou quitter assez tôt pour pouvoir nager le soir. Donc il y avait un emploi du temps qui était pour les sportifs, hein. C'était quand on est rentré au Krebs, en fait le Krebs est en partenariat avec un lycée qui adapte les horaires et les repas pour pouvoir s'entraîner 2 fois par jour, en gros. Même s'il y a quasiment que les triathlètes qui s'entraînent 2 fois par jour, parce que on passait un peu plus à l'époque. Le bi-entraînement déjà à cet âge-là, c'est solide. Ouais, ça a démarré. Après, c'était 2 petits entraînements et si on faisait 15 heures d'entraînement dans la semaine, c'était une belle semaine. Les week-ends, souvent, on rentrait chez nous. C'était chill par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les meilleurs cadets, on va dire, qui s'entraînent déjà plus de 20 heures par semaine. Mais ouais, et ça a apporté, oui, évidemment, ça a apporté un Krebs, une structure comme ça. On avait un entraîneur,
même après, il y a eu 2 entraîneurs spécialement pour un groupe d'une dizaine. Et toute la structure pour emmener à la piscine, etc. On est un petit peu couvé, quoi. Et le soir, on est à l'internat, faut se coucher tôt. C'est déjà, on est dans un processus d'entraînement et de performance complètement. Et d'ailleurs, ce format d'entraînement adapté pour les plus jeunes, en tout cas, ce pôle espoir ou pôle France, ça existe sur d'autres pays pour le triathlon également, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même pas mal de Français très bien marcher, de cette génération visiblement que tu es en train de décrire. C'est quelque chose qui existe dans d'autres pays ? Je pense, oui. Il me semble que c'est assez développé, comme l'État a souvent et les fédérations ont souvent voulu créer des structures d'entraînement. Je me souviens d'avoir fait des échanges avec l'Allemagne et le Luxembourg, qui avaient aussi des lycées, et j'ai envie de dire, c'était plus poussé, quoi. On avait au Luxembourg, il y avait un programme qui était simplement la scolarité, c'était le matin les cours, l'après-midi le sport. Donc, oui. C'est encore plus adapté. Ouais, c'était très orienté à sport, on va dire. Et c'était, je trouve, plutôt sympa, quoi, parce que passer autant d'heures de cours sur des chaises vers 15 ans, il fallait aussi pouvoir le supporter, quoi. Et du coup, quand tu es dans cette structure, déjà tu te dis c'est la ligne droite pour aller vers le statut pro. Déjà, tu commences à te projeter vers une carrière. Ouais, je crois qu'on était tous animés par le fait de devenir professionnel. Et quand on a une passion comme ça, qui est aussi dévorante, on a forcément, c'est pas obligatoire, mais on a envie d'en vivre. On a envie de faire que ça à un moment donné. Parce que c'est ce qu'on aime le plus. Donc, vers 15 ans, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Franchement, j'avais pas vraiment de passion à part le triathlon. Et jouer à... Mais du coup, c'est assez incroyable à cet âge-là de se dire ça, en fait. À l'époque où le triathlon était encore moins développé qu'aujourd'hui, de se dire, je vais être triathlète pro. Tu savais à cet âge-là ce que ça signifiait vraiment ou... Non. Ou c'était un... Non, je savais absolument pas. J'avais une image et je voyais les gars courir. J'avais aussi des références chronométriques en tête où, en fait, ça a tellement évolué, quoi. Quand je voyais en 2005, quand je suis champion de France junior, je commence à comprendre que je suis dans les meilleurs Français, donc de ma catégorie, et que si tout se passe bien, peut-être je vais être dans les meilleurs plus tard en élite. C'est l'objectif, en tout cas. Et à l'époque, les chronos, on a les chronos à pied qui apparaissent. Je me dis, a priori, pour gagner sa vie en triathlon, il faut être peut-être top 15 mondial. Je regarde les Français, top 15 mondial. Il y avait Samuel Pierre-Clos, Cédric Fleurton. Et on voyait les chronos à pied. Par exemple, Samuel Pierre-Clos, c'était 33 minutes 0 pour faire le 10 km. 33-0 aujourd'hui. Ça se passe plutôt mal, quoi. On n'est même pas au départ, en fait. C'est compliqué. Donc, la progression, elle est impressionnante. Mais du coup, je me rendais pas compte à l'époque de ce que ça allait demander, en tout cas, ouais. Parce que on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Moi, je croyais qu'à 16 ans, que le plus dur était fait presque, pour devenir très bon. Et en fait, non, c'est rien du tout. Ouais. C'était le début. Oui, derrière, ça allait dérouler, mais... Et après, tu passes un moment dans ce pôle espoir, et après, tu intègres le pôle France plus tard à Montpellier. Ouais, c'est ça. Et j'imagine que c'était du coup, t'avançais encore plus dans ton rêve d'être professionnel à cette époque-là. Mais comment t'as vécu ce changement en tant que jeune? Enfin là, du coup, t'as quitté là où t'as grandi, t'as intégré un truc encore plus gros. Enfin, comment t'as vécu ce moment-là de ta vie? Très bien. En fait, c'est un petit peu comme c'est un poussin qui sort de son nid, quoi. J'arrive à Montpellier, complètement indépendant, le permis. Bon, maintenant, il va falloir quand même structurer un peu, quoi. Et c'est vrai que les premières années, c'était, j'ai un tempérament à être plutôt à l'arrache, et ça partait un petit peu dans tous les sens, quoi. Mais je m'entraînais sérieusement parce que j'étais motivé. Oui, puis Montpellier, c'est une ville étudiante. T'as envie de faire d'autres choses aussi à Montpellier. Il y avait quand même la tentation de beaucoup sortir, mais j'étais quand même à fond en triathlon. Donc, sortir, mais avec sans en abuser, on va dire. Et on arrive par contre dans une structure, le pôle France, dans une structure où on nous demande beaucoup.
d'investissement. Les plannings d'entraînement sont plus très adaptés au planning de l'université. Et ça arrivait, voilà, je sais qu'on nageait à 9h du matin, quoi. 9h du matin, les lundis, vendredis, peut-être. Ouais, les cours ont commencé. Donc déjà, ça a incité un petit peu à prendre des études qui étaient assez light. Il fallait, moi, je suis arrivé en fait à Montpellier. Ouais. J'avais juste une deuxième partie du BESAN à passer, c'est-à-dire que j'avais la moitié du. Je sais pas si vous voyez le BESAN, c'est le diplôme de maître nageur. Voilà, j'avais déjà fait 1 an à Nancy, okay. En fait. J'avais fait une moitié à Nancy. Et là, j'avais juste une deuxième moitié à faire. Donc, c'était plutôt light. Et après avoir validé ça, je pensais même ne rien faire du tout, quoi. Parce que les études, j'en avais plus très envie. J'étais à fond dans le triathlon. Et les plannings d'entraînement étaient vraiment orientés entraînement pur, quoi. Et pas trop de place pour faire quelque chose pour l'après-carrière. On n'est pas là pour penser à l'après-carrière. Et puis maître nageur, c'est alerte à Malibu. Aussi, il y a ça. Et il y a Pamela, quoi. On pense Pamela à ce moment-là et on se dit, exactement. Mais du coup, sur ce pôle France, est-ce que c'est, tu vois, par exemple, à Clairefontaine, quand tu intègres cette structure, tu as un suivi qui est sur la partie cours et sur la partie foot, et tu peux te faire renvoyer chaque année si t'es pas bon à l'un ou l'autre. Là, au final, c'est uniquement dédié à la performance sportive, et tous les ans, tu peux être mis de côté de ce pôle France, ou c'est un engagement qui est pris de part et d'autre sur, je sais pas, 2-3 ans de formation, et on verra à la fin de la formation. Non, au pôle France, quand on y entre, on est là que pour le sport. On parle, les études, c'est c'est parallèle. C'est parallèle, les gens font ce qu'ils veulent s'ils font le job sur l'entraînement. Donc on a rarement vu des gars arriver en médecine et faire le pôle France à côté, quoi. C'est pas oui, c'est sûr, mais c'est compliqué. Mais du coup, c'est vrai qu'en tout cas à cette époque-là, ils prenaient pas soin des jeunes pour potentiellement leur vie à côté, dans le sens où tous ne peuvent potentiellement pas accéder au statut de pro. Il faut bien se raccrocher quelque part dans la vie réelle, entre guillemets. Ouais, et c'est vrai que après, on a déjà 18 ans quand on arrive au pôle France. C'est pas pour les lycéens. On est quand même, on est capable de faire des choix aussi, des choix de vie. Donc c'est se dire, mais on n'a pas conscience que faire des hautes études, faire un projet de métier un petit peu ambitieux qui nécessite pas mal d'implication, ça sera pas possible. Voilà, c'est on n'en a pas connu en tout cas. Donc quelque part le choix on le fait en arrivant ici et on sait qu'on va s'entraîner dur et que voilà, on a déjà fait le choix, quoi. Et c'est combien de personnes par an qui intègrent ce pôle, qui étaient avec toi à Montpellier par exemple? Alors ça a beaucoup évolué, quoi. Il y a eu une histoire où par moment au pôle France il y avait une vingtaine de personnes et moi quand j'y suis arrivé on était seulement peut-être 5 filles et 5 garçons. Donc, on n'était que 10 et ça tournait pas l'effectif complet tous les ans. C'était, il y avait une entrée, une sortie dans l'année, quoi. C'était assez oui, donc c'est pas non plus une formation de volume où tu as 200 jeunes qui arrivent en post-formation. Là, effectivement, si tu intègres ce pôle qui a une dizaine de personnes, tu as quand même de fortes chances de réussir à atteindre le but d'être pro, quoi. C'est un peu ça. Je sais pas si on peut dire ça réellement parce que on fait partie en tout cas des meilleurs jeunes quand on arrive au pôle France, mais il reste encore tellement de chemin pour arriver aux meilleurs mondiaux que il y a rien de garanti, quoi. Ouais, bien sûr. Il y en a qui, par exemple, moi on va dire quand je suis arrivé au pôle France, on était avec je sais pas si ça vous parle, Étienne Dimunch. C'est un gars qui fait du long aujourd'hui, qui a fait des podiums à Embrun. Mais il y a Brice Dobor qui est sur Xterra aujourd'hui. Il y en a qui ont continué, mais c'est pas pour tout le monde comme ça, quoi. Il y a Pierre Lecor. Il y avait déjà une sélection même sur le petit volume de candidats, quoi. Oui, non, mais c'est clair, la sélection elle était faite. Mais voilà, pour autant il y avait rien d'assuré. Il y avait quand je suis arrivé, il y avait des filles qui étaient bien en place. C'était les cadres un petit peu du pôle France. C'était Carole Péon et Jessica Harrison qui allaient aux Jeux Olympiques. Le pôle était tourné autour d'elle et nous, quelque part, on était un peu des sparring partners, quoi. On arrivait, puis on allait un peu faire profiter de leur expérience, etc. Et du coup, toi, t'as quand même souhaité
prolonger tes études et faire STAPS, c'est ça, en parallèle de ce pôle à Montpellier? Ouais. Alors c'est ça, j'ai fait STAPS, mais c'était, j'ai fait une licence en 5 ans. Donc pour vous dire que j'ai bien réparti. Je suis pas allé beaucoup en cours et je suis allé pas mal de fois au rattrapage. Après, c'est ce que tu disais, c'est que le volume horaire est déjà conséquent, donc c'est difficile de cumuler heures d'entraînement, heures de cours, révision, examen et autres. À un moment donné, faut faire des choix. Ouais, c'est ça. On va dire, j'ai pris le temps d'étaler bien parce que je savais aussi que je me laissais un petit peu de temps pour progresser dans mon sport et que j'étais pas pressé, on va dire, pour avoir ma licence. J'étais pas très pressé. Au final, l'essentiel, c'est que tu l'aies et que t'aies quelque chose pour après, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'elle soit faite en 5 ans ou en 3 ans. Ouais, tout à fait. Mais j'avais failli ne pas la faire, donc aujourd'hui, je suis content. J'ai un bagage supplémentaire et je suis légitime pour entraîner. Donc, parce que j'ai la licence entraînement triathlon. Parfait. On y reviendra. Parfait. On y reviendra sur la fin de l'épisode. Mais du coup, ces années au Pôle France, est-ce que c'est une période de ta vie où ça a joué un rôle déterminant finalement dans ta progression en tant que triathlète? Est-ce que tu dirais que c'est là où tu as vraiment accéléré ton... Passé un cap. Ouais, où tu as passé un cap. Ouais. Parce que je suis arrivé à 19 ans. Et j'étais au pôle il m'a fallu 6 ans pour vraiment arriver à maturité. De 19 à 23 ans, j'ai commencé à montrer des signes que ça allait vraiment marcher, mais c'était pas fait. Et moi, il a fallu que j'attende 25 ans. C'est qu'à 26 ans que je suis champion du monde. Donc, il y a quand même un long parcours de 18 ans à 26 ans pour arriver à maturité. Et j'ai eu quand même un échec vers 22-23 ans, parce que moi, l'objectif, quand on arrive sur un pôle France, c'est pas de faire du longue distance, c'est de nous emmener aux Jeux Olympiques, et éventuellement d'être sparring partner pour ceux qui vont y aller et faire partie du groupe. Mais vers 22 ans, j'ai vu que ça passait pas, quoi. Natation, course à pied, j'étais pas assez rapide. Le niveau avait bien augmenté et j'étais plus dans les clous. Et en même temps, en parallèle, j'avais un niveau vélo qui, lui, était bon, quoi. Donc, j'allais sur des coupes d'Europe. Je faisais quelquefois un festival à vélo, je faisais un peu n'importe quoi et j'essayais de gagner la course. Donc, il me fallait 5 minutes d'avance. Parce qu'il faut courir après. Parce que moi, j'ai tout donné sur le vélo. Et j'ai les gars, vous m'attendez pas là? J'étais devant. Non, du coup, je posais le vélo. En général, j'étais assez en croix, en plus avec une assez mauvaise gestion de l'effort. Tout à bloc. J'ai pris quelques grammes de tôle et je me suis vite rendu compte que les Jeux Olympiques, ça allait pas le faire. Que sur le court distance, ça allait être méga tendu. Et par contre, j'aimais aussi l'esprit du longue distance et j'aimais le fait de pouvoir exploiter mes capacités à vélo, quoi. Donc, ça a été assez naturel. J'ai testé mon premier long et tout de suite, j'ai accroché, quoi. J'ai fait ça, c'est dur. Et ben ça, c'est bien. On va faire ça. Fois, c'est fait, quoi. C'est sûr que sur le M, le fait de rouler en peloton, tu peux pas vraiment faire le trou en vélo. C'est assez compliqué de faire une échappée. Alors que sur du long, tu peux, comme il n'y a pas de drafting, tu peux performer plus facilement, ou en tout cas prendre de l'avance. Puis il y a souvent plus de dénivelé, puis il y a plus de gestion de l'effort et tout. C'est vrai que c'est plus long, quoi. C'est plus long. D'où le nom. Ouais, carrément. C'est le long, quoi. Le long, c'est long. Donc, et puis le court, c'est plus long. Mais le long, surtout à l'époque, le niveau vélo était bien moindre. Les gens s'entraînaient différemment. Et moi, déjà à l'époque, en étant sur le court, j'avais une petite tendance à m'entraîner plus que les autres en vélo parce que c'était un peu mon identité, quoi. Je m'étais mis en tête depuis gamin que je devais être fort à vélo. C'est quelque part, ça faisait partie de l'image que j'avais envie de montrer. Mon identité, c'est je suis fort à vélo, j'existe, les gars, je suis fort à vélo. C'est ma spécialité. C'est ma spécialité. Donc ça, finalement, en pensant comme ça l'est devenu ma spécialité. Mais t'as pas eu d'opportunité de faire du cyclisme directement sans que ce soit lié au triathlon, tout simplement? Non, pas du tout. Ouais, c'est pas du tout le même sport. C'est vraiment d'autres qualités nécessaires. Donc ouais, j'ai pas eu de possibilité. Mais c'est très bien le triathlon par rapport. Donc il y a pas de regret. Et du coup quand on les voit tomber, hein. Ça c'est sûr. C'est clair. Et du coup, sur ces quelques années justement de progression, est-ce que tu as
une victoire référence où justement tu te dis ça y est, je sens que la carrière pro elle est lancée et c'est parti? Ça a été, il y a eu une année, c'était en 2011, donc voilà, ça faisait déjà 6 ans que j'étais sur le pôle France, j'avais 23 ans, c'était ma deuxième année de long, vraiment la première c'était la découverte, j'avais fait des résultats sympas, mais la deuxième année il y a eu une deuxième place sur le 73 de Majorque où je mène la course et je me fais rattraper par Andreas Reilert dans les 5 derniers kilomètres. À l'époque, en 2011, lui venait de faire 3e à Hawaï. Il y avait celui qui fait 3, c'est Sylvain Sudry. Donc ça a été une victoire, enfin une deuxième place importante. Parmi les tout ce début d'année, là j'ai pris conscience que j'étais bon là-dessus. Et la semaine d'après, il y avait le Grand Prix de Dunkerque où j'ai fait 5e. Donc je faisais encore du cours avec Poissy. Et une 5e place sur un Grand Prix alors qu'il y avait tout le monde. Je crois devant c'était Gomez, Brunly, Silva, et derrière il y avait Laurent Vidal, Brad Kalfeld. Enfin c'était le top mondial quoi. Donc des noms qu'on peut encore tourner c'est clair. Encore aujourd'hui quoi. Donc ouais. Donc, du coup ça a été il y a eu 4 ou 5 semaines, on va dire un petit peu d'euphorie où j'allais sur les courses et ça à chaque fois je me surprenais. Donc j'ai connu cette année-là en 2011 où j'ai kiffé quoi. Et c'est là que j'ai commencé à gagner quelques primes. Et vraiment c'est là que ça a été l'année où je suis devenu professionnel, on peut dire quoi. Parce qu'avant ça c'était si j'avais 5 000 € de mon club dans l'année, voilà, après je gagnais une prime à 1 000 € par-ci par-là et et j'avais mes parents qui me donnaient encore 300 € par mois quoi, parce qu'il fallait donc eux aussi financièrement ont été importants. On peut pas, il faut du temps pour se former. En début de carrière, sur le début de carrière, parce j'ai déjà 23 ans. Je fais pas des études de ouf et si on n'est pas soutenu et que les gens derrière nous ne comprennent pas le projet, on peut pas durer longtemps. Hein. Ouais, faut convaincre les parents que faut miser sur moi parce que ça a marché. L'avantage c'est que ton père c'était pas trop difficile de le convaincre, non? Non mais c'est ça, c'est que lui il vivait un petit peu à travers moi toutes ces courses là, il kiffait, il aurait souhaité faire ça plus jeune, j'imagine. Et pour mon frère c'était un petit peu la même chose, qu'il avait été un triathlète un petit peu moins talentueux mais travailleur et donc voilà, j'étais très heureux aussi. Et puis moi j'adorais ça, hein. J'ai pas fait que pour eux quoi, c'était en partie pour eux, mais ça a été beaucoup pour moi. Mais ça a été une année 2011 où ça a été on va dire la grande folie quoi. J'arrivais sur les courses, je faisais 2e, après 5e sur les grands prix, après 15e sur un autre grand prix et c'était top. Mais l'année d'après, j'ai vécu un contre-coup un peu dur où je fais une saison quasi blanche quoi. Donc 2012 qu'est-ce qui s'est passé, tu penses? C'était les retombées un peu de l'année de folie et puis l'année d'après un peu physiquement plus difficile? C'est simplement que en fait j'ai passé un hiver où je me suis mis en surentraînement. C'est tout con. Hein. On a la chance en triathlon d'avoir des longues plages, on va dire sans course, où on a vraiment le temps de développer des habiletés. Et j'ai voulu être vraiment gourmand parce que je pense aussi j'étais un peu sur l'euphorie de l'année dernière. Je me suis dit si je continue à progresser, je veux être le meilleur du monde à vélo, un peu la folie des grandeurs quoi. Donc j'ai commencé à m'entraîner encore plus dur à vélo et en quelques mois, je me suis juste cramé complet quoi. Donc après ça a été complexe en 2012, il a fallu enchaîner contre-performance sur contre-performance, j'étais vraiment à côté de mes pompes. Jusqu'au mois de juillet où là j'ai décidé de prendre une vraie coupure, c'est-à-dire pas de sport pendant 3 semaines. Alors qu'on est en pleine saison, que les copains sont sur les courses et tout, moi je vais à la maison les gars, je vais maman là. Je vais me ressourcer. Je vais jouer un peu à l'ordinateur et ça va aller. Mais comme quoi il y a des saisons incroyables et puis il y a d'autres. En fait, j'étais complètement paumé quoi. D'un coup on passe de je veux être le meilleur du monde à un vélo à les gars, je vais peut-être finalement arrêter le tri parce que je suis à côté, puis je sais pas si je vais pouvoir rebondir parce que je suis vraiment vraiment cramé. J'en ai pour 6 mois quoi.
Et c'était vraiment physiquement ou c'était un peu dans la tête aussi, où justement t'avais fait énormément d'entraînement, tu t'es rendu compte, je sais pas, sur une course ou deux, il peut y avoir des aléas pendant une course où finalement t'as pas gagné, du coup t'as commencé à gamberger un petit peu et tout remettre en question, alors que ça aurait pu revenir même si t'avais pas fait cette coupure. C'était plutôt de la charge mentale ou vraiment physiquement où t'étais complètement HS? Je pense que les deux sont toujours liés parce que l'un emmène l'autre vers le fond, quoi. Mais je pense que aussi il y a physiquement, quand on commence à se dérégler un peu au niveau hormonal, c'est-à-dire qu'on dort mal la nuit, on n'a plus les endorphines, on a le stress, le cortisol qui monte au taquet. En fait, vraiment, il y a des changements au niveau hormonal qui font qu'on est hormonaux, les deux peut-être. Et du coup, voilà, ça met un petit peu à côté. On est un peu à côté de la plaque et c'est simplement que le corps est déréglé et il faut lui laisser le temps d'assimiler un petit peu tout le travail et puis de laisser le temps au corps de se guérir, quoi. Et là, à cette époque, t'as un coach avec qui tu peux justement gérer un peu cette... Alors, ce moment difficile. Ouais, ces mauvais résultats où tu peux en parler, dire bah non, là c'est compliqué, et puis lui a ce recul pour te dire justement que ça va passer. Peut-être ou ton frère ou ton père qui ont peut-être un peu plus de recul sur la situation. Ouais, alors justement, c'était assez particulier parce que quand je suis arrivé au Pôle France, j'ai eu un entraîneur pendant 3 ans. C'était Pascal Choisel. Et après, j'ai commencé à vouloir faire à ma sauce. Donc, je me suis entraîné tout seul et j'ai fait les plus grosses conneries possibles, quoi. C'est incroyable d'avoir fait de la merde pareil. Et c'est pour ça qu'en 2012, j'avais pas de coach. Je gérais au feeling et l'objectif, c'était d'en faire le plus possible parce que j'avais commencé à comprendre que plus on en fait, plus on est fort, quoi. Jusqu'à un certain point. Mais ce certain point, je savais pas où il était, quoi. Donc là, j'ai découvert un petit peu où ça se passait, le certain point, et qu'il fallait pas faire comme ça, quoi. Et du coup, ouais, ça a été l'année en 2012 où ensuite je demande à mon frère qui m'entraîne. Ça a été l'année où je pète un câble et suite à ça, je demande à mon frère qui m'entraîne et ça part bien, quoi. Et du coup, justement, ça a été bénéfique puisque l'année suivante, tu fais des grosses performances, 2013. Ouais. Tout d'un coup, je repars avec mon frère et lui il structure tout, très scientifique, une approche scientifique de l'entraînement et on diminue les volumes par rapport à ce que j'avais fait d'un tiers voire de moitié, quoi. C'était certaines fois. Par contre, avec de la qualité, des temps de repos, de la structure et finalement, c'est vrai que l'année d'après, j'arrive au mois de juin à Belfort et je gagne ce championnat du monde du coup, on va dire à la surprise un peu générale, quoi, parce que en 2012 j'avais rien fait et d'un coup j'arrive et voilà, je gagne la course devant Terezzo Bozzone qui était à l'époque il enchaînait victoire sur victoire aussi en 73. Donc belle surprise, ouais. Et ton frère était déjà entraîneur, il avait suivi un cursus aussi. Ouais. Staps peut-être comme toi ou... Ouais, lui, il avait fait Staps aussi, mais surtout, il était rentré à la Fédération française de triathlon et il s'occupe de la partie formation, donc il était entraîneur des entraîneurs de club, on va dire, enfin formateur des entraîneurs de club. Il s'occupait des brevets fédéraux et du diplôme d'état de triathlon. Donc ouais, sur la théorie, il est vraiment bien calé. Solide. Ouais. Et ouais, grâce à son... Et puis il me suivait depuis, parce qu'il faut savoir que ça avait été mon premier entraîneur à 8 ans, quoi. Il m'avait déjà entraîné un peu en course à pied de 8 ans à 12-13 ans. Donc voilà, il avait misé sur toi très tôt. grave. Ouais, du coup ça... Et est-ce que c'est bien justement d'être entraîné par quelqu'un qui te connaît si bien, ton frère, quand il te propose une séance que t'as pas envie de faire, est-ce que tu peux pas quand même la faire? Tu peux pas tricher, surtout tu peux pas lui dire que t'as pas envie de la faire, c'est ton frère. Ah si, au contraire, ça peut être le problème. Quelquefois, c'est plus facile. Ouais. Quelquefois, on est tellement proche que on n'a pas cette pression du coach qu'on craint un peu, quoi, parce que c'est ton frère. Et si je fais pas le job, c'est mon frère, quoi, ça va aller. Il va pas me... Ça se réglera au dîner de famille, quoi. Ouais, voilà. Non, mais après je pense que forcément, on a déjà une relation de frangin. C'est une relation qui est spéciale. On rajoute par-dessus la casquette d'entraîneur à entraîner, qui est aussi une autre relation. Faut jongler en fait sur les moments où c'est l'entraîneur qui te parle et les moments où c'est le frangin qui te parle, quoi. Donc
pas forcément évident. C'était souvent l'entraîneur qui me parlait, le frangin qui me parlait, il a souvent été en mode entraîneur. Et après, ça a été mon manager. Donc ouais, ça a été, on a formé un beau duo, on va dire, du moment où il m'a récupéré, parce qu'on peut dire qu'il m'a récupéré à la petite cuillère en 2012, jusqu'à fin 2016 où je fais Hawaï, et on va dire que ma carrière, je l'ai fait avec lui, quoi. Mes belles années, je les ai fait avec lui parce que il arrivait à canaliser cette boule d'anarchie qui partait dans tous les temps. Oui, parce qu'en 2014, tu t'imposes à nouveau en Chine. C'est bien ça, devant Sylvain Sudry et Cyril Viennot, qu'on connaît plutôt bien ici. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette course éventuellement. Alors déjà le contexte, on était quand même sur un championnat du monde ITU pas très relevé, mais parce que les autres ça il faut pas le dire, faut pas nous le dire. Ouais, bon, aujourd'hui on peut le dire, allez. Il n'était pas très relevé parce que les autres nations avaient pas forcément envie d'aller en Chine au mois de septembre, alors qu'il y avait Hawaï le mois d'après. Mais en France, on a une culture des championnats du monde ITU parce qu'il y avait l'armée derrière qui plus ou moins payait les gars pour les représenter, quoi, sur les compétitions internationales. Donc ça faisait partie des compétitions importantes. Moi, j'étais pas à l'armée, mais c'est aussi une des compétitions cibles que j'avais parce que l'année d'avant, ça m'avait un petit peu propulsé en termes de communication. Il y a quand même un beau prix à gagner, puis ça reste un titre. Et en plus, il y a la Fédé qui est là pour nous prendre en charge et nous escorter. Et donc voilà, le contexte c'est ça. On est dans un championnat pas très relevé. A priori, sur le papier, on est 3 Français à être dans le top 5-6 et on fait 1-2-3. Donc sur la course, super course pour tous les 3, j'ai envie de dire. On part avec Sylvain en vélo, on fait la course en duo en tête et Cyril un petit peu esselé derrière, fait une course très solide et termine 3e. Donc voilà, on a fêté ça, on était très heureux et ça m'a donné de la confiance supplémentaire parce que Sylvain Sudry était encore parmi les meilleurs mondiaux et Cyril le mois d'après avait fait 5e à Hawaï. Donc quand on bat un gars qui fait 5e à Hawaï avec une performance qui était assez stratosphérique, ça m'a mis pas mal de confiance. Ouais. Ah, c'était la meilleure perf française jusqu'ici à Hawaï. Ça l'est toujours. Hein. Cyril, ça l'est toujours. Donc, ça l'est toujours, effectivement. Donc, effectivement, sacré perf, du coup. Et du coup, ensuite, un petit peu plus compliqué. Je crois que tu as un accident assez important qui t'a mis un petit peu de côté pendant pas mal de temps. Comment est-ce que tu as vécu cette période? Difficilement, bien sûr, mais comment est-ce que t'as rebondi? Comment est-ce que ça t'a... Je sais pas, comment t'as vécu cette période et comment t'as redémarré en 2015, ça a été juste un petit coup d'arrêt, on va dire. J'ai eu un accident au mois d'avril. Bon, je revenais de l'Ironman d'Afrique du Sud et j'avais fait une contre-perf là-bas. C'était un de mes premiers Ironman, voire mon premier. J'avais abandonné, je crois. J'avais un peu le moral à zéro. Ça se passait, j'étais pas très content, quoi. Je devais être fatigué et j'ai cet accident, donc quelque part qui me soulage de ma peine parce que j'avais besoin de repos, quoi. Et il se trouve qu'un scooter me coupe la route, je lui fonce dedans, je m'éclate dans une voiture, j'ai une côte cassée et la clavicule, pas mal de contusions assez solides. Donc forcé de vraiment 2 mois à l'arrêt complet. Donc ça fait avril-mai complet planté, quoi, jusqu'à quasiment fin juin. Et ça a mis un coup d'arrêt. Ce qui est pas top pour préparer les courses de la saison, c'est pas fou en termes de timing. N'est pas ouf, ça c'est clair. On revoit à la baisse les ambitions. Puis ça fait mal aussi quand même. Mais j'ai pas trouvé que c'était le moment le plus dur de ma carrière, quoi. C'est t'as un coup d'arrêt, t'as 2-3 trucs cassés, mais l'ambition je l'ai. Je suis sur une lancée où j'ai l'impression que je vais pouvoir revenir très vite et ça a été le cas. Je me suis remis d'aplomb assez vite. Je suis retourné faire le CD d'Embrun où je me suis rassuré en gagnant et le mois d'après, je crois que je faisais Vichy, mon premier Ironman. Enfin, je crois que c'est le deuxième Ironman que j'ai terminé et je faisais 2e. Donc c'était une très belle perf. Je veux dire, c'était une petite épine dans le pied que j'ai retirée très rapidement, quoi. Cette blessure-là en 2015. Mais ça t'a pas laissé de séquelles sur la partie natation, du coup? Un petit peu aussi, parce que être 3 mois sans nager, c'est jamais très bon dans une progression. Mais je m'étais dit que ça arrive
Et si ça recommence pas tous les ans, ça va aller, quoi. Le problème, c'est que c'est pas mal recommencé, quoi. Plus tard. Ah, merde. Parce que t'as eu d'autres chutes aussi en vélo, c'est ça, en fait? Alors, depuis 2015, j'ai eu comptabilisé 6 fractures. Donc, ça fait pas mal de petits moments où il y a eu 4 clavicules et 2 côtes. Moyenne de 1 par an, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Dans une dernièrement, puisque quand on s'appelait, tu me disais que t'étais en convalescence. Du coup, j'ai recassé encore une côte. Mais voilà, une côte, c'est pas bien méchant. Mais ça m'a laissé un petit peu de côté pendant 3-4 semaines, là. Bon, voilà, c'était pas terrible. Mais effectivement, là, j'ai passé un mois d'avril qui a pas été très très bon à cause de ça. À cause d'une côte cassée. Et du coup, avec toutes ces courses auxquelles tu as pu participer, est-ce que tu peux nous partager tes meilleures émotions, que ce soit positives ou négatives? Est-ce qu'il y a une course qui t'a particulièrement marqué? Une anecdote, si possible, croustillante ou pas d'ailleurs, hein, mais tout à fait. Je pense que je vais être obligé de parler du coup de Belfort, qui a été sûrement ma plus belle émotion en course, puisque dans l'émotion il y a souvent l'effet de la surprise. On est là quand je gagne à Belfort, je suis complètement outsider et j'ai la famille qui est là, parce que voilà, je suis originaire de l'Est de la France, donc ils ont pu faire le déplacement et ils ont bien fait en fait, parce qu'on a juste kiffé, quoi. Bien choisi. Ouais, je me souviens en fait avoir posé le vélo du coup en tête avec 3 minutes d'avance. Je suis parti à pied et il y avait mon frère au bout d'1 kilomètre tout seul dans la forêt. Il avait son chrono et je crois qu'il était tellement surpris de me voir, il pouvait rien dire en fait. Il disait genre il est déjà là, quoi. C'est bon, j'étais en tête. J'avais pas anticipé. Il savait pas me dire allez, vas-y, c'est bon, tu vas gagner. Non, il y avait donc lui, je pense, a vécu un truc déjà où waouh, il est là, quoi. Il peut gagner. Moi, j'étais complètement C'était fort émotionnellement. Quoi. Ouais. Moi, j'étais complètement euphorique. Je chantais plus les pédales à vélo et je chantais plus à pied ce qui se passait, quoi. En plus, il faisait froid, donc un peu anesthésié. Et donc, en fait, l'émotion, elle est déjà sur toute la course. On est déjà dans une période, un peu en transe, un peu. On est dans la zone, comme ils disent, quoi. Tout se passe comme sur des roulettes. Il y a pas besoin de réfléchir. Tout est lié. Tout se passe, on va dire, avec beaucoup de tout à fait naturellement, en fait. Donc toute la course, j'arrive à me transcender, à gagner la course avec 2 minutes d'avance et fêter la victoire. Ouais, il y avait mon père qui était là, je le prends dans mes bras. Il y a mon frère à l'arrivée, on pleure ensemble. Enfin, c'est hyper fort, quoi. La famille qui était restée à la maison, on les retrouve, ça boit le champagne. C'est assez incroyable. Là. C'est la fête, quoi. Non, C'était ta première grosse victoire. Ouais. En plus, j'avais jamais gagné de victoire ni sur 73. Très importante, quoi. Après, il y avait eu des petites victoires, mais c'est vrai que gagner ça avec machin d'équipe de France. Ouais. C'est une belle récompense des efforts fournis depuis que t'es tout jeune et que tu étais passionné de ce sport au final, et devant tes proches, c'est sûr que c'est forcément encore plus devant ton public. Ouais, exactement. Ouais. À la maison. C'est clair, devant mon public, il était venu très nombreux. Non, en fait, il n'y avait pas grand monde, il faisait 3 degrés, c'était à Belfort. Et c'est encore plus de valeur. Ouais. Non, mais malgré tout, il y avait la course amateur, donc il y avait quand même des gens. Ils avaient fait venir pas mal de gens. Et à l'époque, on avait encore droit à des belles lignes d'arrivée. Donc, ça a été cool. C'était la belle émotion. Après, sinon, j'ai une autre anecdote qui est arrivée plus tard, en 2012, où je cours avec Lance Armstrong. J'ai connu Lance Armstrong, les gars, sympa, en course. Ça. Solide. Ouais. Alors, il avance ou pas? Pas trop. Dans l'eau, pas trop, mais sur le vélo, on Alors, ce qui est étonnant, justement, c'est que on sort ensemble de l'eau. Donc, on était au Panama. C'était le championnat. Lance, c'est toi? Ça te parle? Non. Non, Vas-y, pardon. On était au Panama, les gars. On était au Panama. Et du coup, il faisait une chaleur de fou. Il y a Armstrong qui est là, il arrive en hélicoptère, jet privé et tout le bordel. Donc Armstrong, quand il se déplace sur une parce course, que toi, non. Comment? Toi, tu viens pas en hélico ou jet, tout ça? Alors
Non, on est pas à l'époque. En bateau ou à la rame éventuellement, mais non, pas un peu. Et non, Armstrong arrive, c'était la superstar, quoi. Il snobait tout le monde, il était inapprochable parce que voilà, c'est Armstrong. Et il n'y avait pas encore eu le scandale. Le scandale, c'était, ça devait être à la fin de l'année, quoi. C'est juste après. Juste après. Ouais. Donc il a eu le temps de courir quelques triathlons et d'être même très fort, quoi. C'était. Tout à fait. Et du coup, ouais, j'ai réussi. Voilà, l'anecdote, c'est que j'ai réussi à rouler plus vite qu'Armstrong sur le vélo, même en sortant de l'eau ensemble. Je suis parti plus vite que lui et j'ai mis 2 minutes sur les 40 premiers kilomètres. Et ensuite, il m'a rejoint et on a posé le vélo ensemble. On a pu courir les premiers mètres ensemble. Et bizarrement, il m'a explosé à pied et moi, j'étais complètement sec. Ah ouais. Donc, j'ai terminé. C'est parce que t'as voulu montrer. Ouais. T'as voulu montrer les cuisseaux sur le vélo, forcément. Tu avais le plus gros braquet. Fallait pas m'amener un gars comme ça, quoi. J'avais dit que c'était mon truc, le vélo. Alors, j'ai regardé avant le départ, ouais, j'ai fait gaffe. Parce que laissez-moi le champion. Donc ouais, je me suis comme d'habitude Il est aussi fort il est quand même fort en course à pied. Finalement, ouais, très fort. Ouais. C'est qu'en fait, il s'était baladé en vélo et il pouvait courir. Alors que moi, j'avais mis all-in pour pouvoir poser le vélo avec lui. Et lui, il était sur la réserve en vélo. Complètement. Bah ouais. Bah on a vu Jalabert en triathlon, ça marche pas mal aussi. Ouais. Hein. Bah, tu l'as dépassé en vélo aussi d'ailleurs, Mélène, toi, je crois. Lui il était en vélo, j'étais en moto. Bah, c'est déjà pas mal parce qu'il y a une belle cylindrée aussi. Ouais, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, en plus de ta carrière pro, t'es aussi entraîneur, si je dis pas de bêtises, de quelqu'un qu'on connaît pas trop mal, qui est Thibaut Rigaudot, le paratriathlète français qui fait qui est en binôme avec Cyril Viennot. Tu l'entraînes depuis quand et comment t'as eu cette opportunité finalement de faire entraîneur paratriathlon? Alors à la base, la fédération cherchait des guides pour des athlètes parce que simplement la catégorie des déficients visuels étaient rentrés aux prochains Jeux Olympiques. Donc, dans ces cas-là, la Fédé met en place tout ce qu'ils peuvent pour être performants à 4 ans, quoi. Ils ont 4 ans pour se dire, bon, telle catégorie sera, qu'est-ce qu'on va faire pour eux pour les faire marcher, quoi. Donc, ils ont appelé un petit peu des gars qui avaient le profil de pouvoir être un peu puissants sur le vélo et j'en faisais partie. Des gros rouleurs. Donc, puis en plus, c'était sympa, ça m'intéresse. J'étais dans une période un peu creuse du triathlon et ça va me motiver, quoi. Je me dis je vais rencontrer des nouvelles personnes, un petit stage fédéral d'une semaine, il m'avait proposé de venir à Cannes une semaine et puis là-bas je verrai, quoi. Je savais qu'il y avait Thibaut qui était un jeune athlète qui arrivait, il venait d'être détecté 6 mois avant par la Fédé, mais sur des détections déficients visuels en triathlon, c'est les mecs ça allait, quoi. Le niveau, Thibaut, il était encore complètement débutant, quoi. Mais il faisait partie des meilleurs, quoi. Parce que il était déjà fort. Mais il avait un potentiel de dingue. Mais ça, je le verrai qu'après, quoi. Donc sur le coup, on me demande de venir pour être guide de Thibaut cette semaine-là, et simplement tous les deux, on a bien accroché. On est devenus assez potes. On avait la même philosophie. Et j'ai tout de suite vu qu'il avait du potentiel, en plus d'être sympa, en fait. Et j'ai vu qu'il allait avoir des qualités un peu hors normes, quoi. Je me suis dit, mais lui, s'il n'était pas déficient visuel, déjà à entraîner, ça pourrait devenir quelqu'un de très très fort. Donc là, dans cette catégorie, il n'y a pas grand monde a priori. S'il s'entraîne intelligemment, je me suis dit, ça peut que marcher, quoi. Et puis à l'époque, j'entraînais vraiment personne, quoi. Donc moi, à cette époque, il a pas d'entraîneur. Et voilà, je passe par la Fédé. Et je dis, ça vous intéresse que je l'entraîne? Ça fait une première expérience. Je découvre. On a un bon feeling. Et puis, si Thibaut est d'accord, voilà, moi, je l'entraîne, quoi. Et puis, on va s'éclater. Et c'est comme ça que ça a commencé, en étant guide et entraîneur. Cyril, lui, est arrivé plus tard parce qu'il a pu, avec la Fédé, continuer, je sais pas si je peux vraiment en parler de ça, continuer en fait à être détaché de prof de PS, mais en rendant service. Il a dû vous en parler peut-être? Ouais, il nous en avait parlé, tout à fait. Ok. Donc il avait ce poste-là qui est venu plus tard, quoi, comme athlète dédié au guide, comme guide. Et du coup j'ai continué à entraîner Thibaut
Et c'est vrai que les progrès sont assez impressionnants en 2 ans. Oui, c'est fulgurant. Ouais. Ouais. Bah maintenant on s'est rencontrés en avril 2018. Il a commencé à s'entraîner en avril 2018 et là, 3 ans après, il fait des choses intéressantes. Donc, c'est cool. Et comment justement tu t'intègres dans le binôme Cyril Thibaut, parce que Cyril, on a fait une interview il y a pas longtemps avec Romain et Arnaud aussi, où ils étaient en stage à Lanzarote, et c'était un peu Cyril qui avait l'air de driver les entraînements. Il a beaucoup d'expérience. Comment toi tu t'intègres justement entre les conseils de Cyril, tes plans d'entraînement, les entraînements de Cyril perso et ceux de Thibaut, il y a tout ça à conjuguer. Comment tu... Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que Thibaut et Cyril s'entraînent souvent séparément. Ils ont des périodes de stage, mais qui représentent 6 semaines dans l'année. Et le reste du temps, il y a l'entraînement de Thibaut à gérer, et c'est moi qui le gère. Donc c'est moi qui lui fais la planif, et on voit ça ensemble, quoi. Donc quand Cyril remarque quelque chose, il me le fait remonter. Il peut m'aider à faire la planif et à orienter l'entraînement de Thibaut. Mais pour le reste, depuis le début, c'est moi qui le vois, et c'est avec moi qu'il échange le plus sur ses sensations. Donc je pense. Mais ça veut dire que après l'avantage que tu as, c'est que Cyril, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Donc peut-être que ça facilite aussi l'échange et du coup l'évolution positive, parce que je pense que vous avez un objectif commun qui est le succès finalement de cette équipe, quoi. Donc sûrement que cette relation de long terme facilite un peu les échanges. Ouais, je pense complètement. Et puis après, ça peut dépendre des personnalités, mais Cyril dit les choses quand il a quelque chose à dire. Moi, c'est pareil, et Thibaut, c'est la même chose. Donc ça se passe bien, parce que les choses sont transparentes. Ensuite, Cyril gère vraiment son planning d'entraînement. C'est lui qui se prépare. Quand il est chez lui, il fait ses entraînements et il essaye d'être le plus en forme possible. Moi, je fais la même chose de mon côté avec Thibaut, et ensuite le binôme se regroupe pour faire des courses. Donc finalement, il n'y a pas forcément besoin d'être tout le temps en échange. Cyril donne déjà énormément en tant que guide. Il faut voir ce que ça représente. C'est préparer pour 2 quasiment les voyages, s'occuper du tandem. Quand il est en stage, il faut qu'il s'occupe de Thibaut pour chaque entraînement quasiment, pour le guider. Donc c'est déjà un gros investissement. Si en plus il devait planifier les entraînements, ça deviendrait peut-être un petit peu trop lourd. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait une équipe un petit peu autour, et chacun a son rôle, et comme ça nous permet d'une part de partager ce projet, et d'autre part de soulager tout le monde pour que ça soit juste appréciable. Mais du coup, de ce qu'on sait, Thibaut est plutôt basé à Paris, toi à Montpellier. Du coup, tu gères ça à distance. Est-ce que Thibaut te partage pas mal de données, tes entraînements aussi, pour te permettre d'ajuster des choses ou de construire des choses? Ouais, l'entraînement à distance, ça se fait beaucoup de toute façon aujourd'hui, grâce à toutes les données qu'on peut trouver sur Internet. J'ai les retours quasiment immédiatement de chaque entraînement. Donc on va dire c'est assez simple. Après, de ne pas l'avoir en visu pour ressentir vraiment ses énergies, ses humeurs, dans quel état d'esprit il est, c'est plus dur. Mais la chance que Thibaut a, c'est qu'il est très à l'écoute de lui-même. Il a une énorme intelligence sur son fonctionnement et son ressenti. C'est quelqu'un qui est très dans la sensation, quoi. Donc il peut me faire des retours qui sont vraiment pertinents. Et quand j'ajuste en fonction de ça, pour le moment, à chaque fois, ça a très bien fonctionné, quoi. Quelqu'un qui sent que dalle et qui ne sent jamais sa fatigue, à entraîner à distance, je pense, c'est beaucoup plus dur. Il faut avoir ce retour. Là, tu vas toucher le surentraînement, comme toi, tu l'avais connu en 2012, quoi. Ouais, c'est sûr. La blessure, quand c'est pas le surentraînement, c'est la blessure, ou c'est à un moment donné un burn-out parce que ça pète un câble. Donc ouais. Après, quand on part comme avec Thibaut de presque 0, il y a vraiment une stratégie à long terme à avoir, parce que on peut pas passer de 0 heure d'entraînement à 30 heures d'entraînement du jour au lendemain, et il faut le construire, on va dire. C'est comme j'avais l'impression d'entraîner un minime alors qu'il avait 25 ans,
Et donc, petit à petit, je fais aux sensations et quelquefois, je me suis planté aussi. Il a eu quelques petites blessures qui, d'après moi, juste sont liées au fait qu'on a voulu aller trop vite. Et voilà, c'était obligatoire pour trouver les réglages. Et il se trouve que cette année, il s'est pas blessé depuis une petite contracture en décembre. Donc ça, c'est un signe qu'en général, on est sur on commence à trouver le bon équilibre. En plus, il est kiné. En tout cas, il faisait ses études. Je sais pas s'il a déjà terminé, mais il a aussi ce feedback un peu. Il doit se connaître aussi. Peut-être ça aide pour justement anticiper des blessures, parce qu'il sait quels sont les signaux et peut-être les anticiper. Donc ça te permet aussi d'avoir ce feedback de quelqu'un qui connaît bien le métier. Ouais, complètement. Ouais. Il a été diplômé de l'année dernière, donc c'est. Donc ça y est. Ouais, c'est bien. Ouais. Et en plus, du coup, il fait que ça. Hein. Donc, même pour lui, il y a eu un cheminement où, par un moment, au début, il était à 100% dans son école de kiné, et puis petit à petit, il s'est concentré sur le triathlon. Et puis aujourd'hui même, il a été diplômé, arrêté. Il a pas eu, il travaille pas quoi. Il fait que du triathlon. Donc, c'est quand même pas simple tout ça. Et il s'en sort super bien quoi. Ils viennent de faire 3e sur une PTS, je sais plus comment on appelle ça, à Yokohama. Donc c'est vraiment très bien. On a suivi ça. Solide. C'est solide. Et en plus, il y a un gros objectif qui se présente, qui se profile, c'est les JO. Comment tu l'as aidé et comment tu l'aides encore à préparer les JO là qui arrivent? Je crois que c'est fin août, si je ne me trompe pas. 28 août, je crois, dans la course, on nous disait ça. Ça doit être fin août, mais même moi, j'ai pas la date précise, mais c'est fin août, ouais. Comment je l'ai aidé? Je l'aide. Je le fais comme depuis le début, hein, je l'entraîne et j'essaye de construire quelque chose de cohérent, et puis on fera au mieux pour être le plus près possible au jeu. Il n'y a pas de. Voilà, c'est une course, mais je le vois dans un processus un peu plus long cours, et je pense qu'à ces JO-là, il sera encore un peu tendre. Et mon objectif pour lui, en tout cas, c'est de le faire arriver à maturité le plus rapidement possible, mais en respectant aussi son évolution. Et j'ai plus en tête les prochains Jeux qui seront à Paris. Après, il y a toujours l'incertitude cette catégorie ne sera pas retenue pour les prochains Jeux paralympiques. Ça, c'est toujours quelque chose qui fait un peu flipper. Donc, en même temps, on n'a pas trop le temps parce que ça se trouve, après ces jeux-là, il n'y en aura pas d'autres. Et en même temps... Donc, dans le doute, il vaut mieux gagner ceux-là. Et autant gagner les deux. C'est ça. Dans le doute, on va gagner ceux-là. Allez. Non, mais après, c'est sûr qu'un athlète jeune comme ça, en 4 ans, c'est dur de le faire arriver à son meilleur niveau. Mais bon, quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir des ambitions sur les Jeux Olympiques, c'est clair. Et toi, de ton côté, pour la suite de ta carrière, est-ce que ça te donne des envies de faire ça à plein temps, le coaching, à l'issue de ta carrière perso? Ouais. C'est justement, j'avais commencé à entraîner un petit peu pour voir si ça me plaisait. Donc, après avoir pris Thibaut, j'ai eu l'occasion d'avoir 2 autres athlètes que je continue à suivre depuis à peu près la même période, avec des profils bien différents, et à chaque fois j'aime beaucoup ça quoi. C'est super plaisant, de l'échange, une vraie rencontre, et puis justement j'apprends beaucoup quoi. J'apprends beaucoup sur moi-même, et c'est c'est de l'humain quoi. Il faut aimer être dans l'humain, dans l'échange et quelque part dans la psychologie, parce que des fois on est presque plus psychologue que la partie scientifique de l'entraînement pur. L'idée c'est de mettre la personne en confiance, dans les meilleures dispositions, et de voir les choses avec le plus de recul possible que lui ne peut pas faire. Donc pour réussir à faire ça correctement, ça demande un certain déjà recul sur soi-même, et c'est pour ça que ça me plaît quoi. Je suis assez cérébral, j'aime bien faire des trucs un peu perchés, et ça m'aide à aller dans ce sens-là quoi. Et t'envisages d'entraîner que des athlètes
professionnels ou même par exemple des gens qui souhaiteraient faire leur premier longue distance, enfin leur premier Iron ou des gens qui sont pas pros mais souhaiteraient mieux performer sur. Tu cherches un coach, c'est ça, tu vois? Bon, moi franchement je n'ai pas besoin. Donc. Là t'es plutôt en sous-entraînement là. Non, j'ai pas d'idée sur le. Il y a pas un profil particulier qui m'intéresse parce que chaque profil a son avantage. Chaque profil a son petit plus, a son apprentissage. Pour moi, chaque rencontre a une nouvelle. Si on fait que dans la performance pure, on a souvent les mêmes profils qui arrivent et c'est assez rébarbatif, quoi. Si on entraîne, par exemple là sur les 3 personnes que j'entraîne, on va dire qu'il y a Thibaut, bon, déjà qui est déficient visuel, donc c'est quelque chose, mais qui est dans la performance pure. J'entraîne un athlète qui a 63 ans, qui a fait Hawaï déjà et qui est aussi dans la performance, mais avec un recul bien différent. Et je l'accompagne parce que la demande est pas la même. Faut essayer de trouver le bon réglage pour pas être envahissant, mais être là. Et une autre personne qui a 3 enfants en bas âge et qui est chef cuistot. Donc c'est vraiment des profils complètement différents. Tout le monde n'a pas le même temps, tout le monde n'a pas la même envie. Et j'ai un rôle complètement différent dans les 3. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et j'ai pas de préférence pour le moment. Ça permet de jongler justement entre les différents profils. Donc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est y a rien de rébarbatif. Puis 3 athlètes. Après, je peux pas pour le moment. Ces 3 athlètes, c'est sympa, on va dire. Quand il y a 30 athlètes, et j'aimerais pas en avoir 30, sincèrement. On perd déjà cette connexion parce qu'on est obligé de passer d'un à l'autre très rapidement. On n'a pas le temps de s'investir, de prendre contact, d'être dans le contact avec la personne et ça m'intéresse beaucoup moins. Du coup, mon projet, ça serait d'entraîner peu d'athlètes, mais de le faire bien. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête et que je vais mettre en place tout doucement. Mais avant cette carrière de coach, il y a encore des objectifs sur des courses perso de ton côté sur les prochains mois, prochaines années? Ouais, parce que j'ai passé quand même un hiver à m'entraîner dur là. Et l'idée, ça serait de me faire plaisir et de réintégrer, on va dire, des top 5 sur des épreuves 73 Ironman. Voilà, c'est mon objectif en me disant, voilà, on verra si je prends plaisir là-dessus. Si je prends plaisir à l'entraînement, et c'est vrai que je me suis bien éclaté cet hiver à l'entraînement, même si ça reste dur, j'ai trouvé un bon groupe là à Montpellier. On a un petit groupe, le Hal Squad Triathlon. On est une quinzaine de jeunes vraiment motivés et ça permet de passer des entraînements vraiment sympas. Faudrait que t'ailles faire un tour, Thibaut, la prochaine fois que tu vas à Montpellier. La prochaine fois que je descends, ouais. T'es plus si jeune. Pendant le vélo électrique, mais. Le vélo électrique. Ah, ça roule fort, apparemment. Non, mais avec plaisir. Mais ouais, du coup, en fait, je suis plus dans une idée de prendre mon temps, d'essayer de faire des belles courses si j'en ai l'occasion, de me faire plaisir. J'ai pas beaucoup de comptes à rendre. J'ai pas des sponsors. Là, je gagne plus ma vie, on va dire. Je le fais quasiment. C'est pas du bénévolat parce que c'est de ma passion, quoi. Quelque part, j'en suis au même stade que vous, les gars. On parle triathlon plaisir et on va s'éclater. Après, l'idée, c'est peut-être que si ça marche bien cette année et qu'avec un deuxième hiver, j'arrive à encore de reconstruire des meilleures bases, c'est se relancer éventuellement sur Ironman. Mais parce que j'aurai seulement 35 ans, ça reste. Je peux avoir peut-être 3-4 ans si ça remarche, mais j'en suis pas là. Et puis, si ça ne fonctionne pas, parce que le niveau a bien augmenté aussi, ce sera pas un drame et je ferai ma vie. Hein. Je ferai ma vie. Après, c'est gentil de dire qu'on est au même niveau, mais on a rarement visé le top 5. Hein. Ouais. Oui, bah. Nous, si on vise top 5 quand on est 5 à rouler, c'est bien. Non, mais voilà, on fait pas ça pour l'argent, quoi. On fait ça parce qu'on kiffe. C'est un très beau mot de la fin. On s'approche de la fin de cet épisode. Finir sur ce côté effectivement plaisir passion, c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi à véhiculer au travers de ce podcast. Mais je crois qu'on a encore une question, Mélène, peut-être deux du coup. Ouais, j'en avais une juste avant la question classique. On avait eu Yvan il y a pas longtemps, que tu connais bien, qui avait une passion pour le rap, pour le hip-hop. Est-ce que toi t'as une passion en dehors du triathlon? Oula, ouais, bah après, je sais pas si ça va intéresser vraiment les gens, quoi. Moi, je suis assez joueur, du coup, j'ai eu ma période où je jouais beaucoup aux échecs et ma période où j'ai joué beaucoup au poker. Donc, si vous êtes chaud, les gars,
Petite partie. Bah, les échecs, ça cartonne avec la série qu'il y a eu sur Netflix. Ouais, exact, ça a bien marché aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Je sais pas jouer. Et après, poker, c'est quelque chose qui est plus démocratisé, donc on a quelques amateurs qui écoutaient tout à l'heure, donc effectivement, ça peut être un bon truc. On va organiser un tournoi du PPTC. Un stage poker triathlon. Ça peut rentrer dans les 2 premiers P du PPTC. Exactement. On entraînera la journée et la nuit, reste... ça fera poker, quoi. Parce que ça prend du temps. Voilà. Poker podcast de Pinta Triathlon Club. Ça marche. Toujours Pinta. Et justement, Pinta, Thibaut. Eh ben justement, la question traditionnelle de fin d'épisode, on demande généralement à notre invité quelle est sa bière préférée. Bien sûr. Pour la récup. Alors en ce moment, il y a une bière que je kiffe, qu'on trouve dans les supermarchés, c'est la Chouffe IPA, comme on dit. Elle est à 9, donc attention. Voilà. J'allais dire, tu dois pas en boire beaucoup, je pense, parce que petite bière légère. Petite bière de récup. Faut un peu elle est bien doublonnée pour la récup, elle est parfaite. Et j'avoue qu'après 4 heures de vélo, elle descend très très bien, mais elle remonte vite derrière. Donc c'est très bien aussi. Ouais. Après, tu peux faire une sieste de façon assez efficace, quoi. C'est exactement. De préférence à boire le soir, parce qu'il faut pas trop envisager d'autres choses dans la suite. Après ça, ouais. Avant la partie de poker, on te laissera en boire 2 ou 3 de celle-là, et après on commencera la partie. Ça devrait être pas mal. Moi, je ne tombe pas dans ce piège, tu ne m'auras pas. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. On a une autre petite question. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, vous pouvez aller sur Instagram ou Facebook. Et malheureusement, comme je suis pas un grand communicant, vous aurez des nouvelles de temps en temps, avec beaucoup de patience. Mais je vais avancer un petit peu ça. Si j'ai des choses à dire prochainement, vu que je vais faire quelques courses, j'aurai sûrement quelques petits trucs à raconter. Ouais, qu'on puisse avoir les infos sans te trop te solliciter, tu vois, qu'on ait ça sur les réseaux. C'est vrai, mais je ne suis plus de ce temps-là, les amis. Mais, mais je vais y revenir. Ouais. Effectivement, j'y serai. Ça marche. Et Mélène, de notre côté, est-ce qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, Mélène? Tout à fait, sur Instagram, pptc_tri. Bien joué. Et également sur Strava, et je ne sais plus du tout. PPTC tout court. PPTC tout court. Et pptc.fr. Et surtout, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé... Ou 6 si vous y arrivez, mais on n'a pas tout. Super. Merci beaucoup à nouveau pour ton temps, c'était super sympa. Et puis bonne prochaines échéances, bon JO à distance avec Thibaut. Et puis à très bientôt. Accueil, sympathique. Et puis bonne continuation, j'aime beaucoup ce que vous faites, alors continuez les gars. Bah merci beaucoup. Merci, c'est sympa. À très bientôt. Et puis effectivement, n'oubliez pas que l'important c'est le club. C'est le club, bien sûr. Yes. À plus. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.